Je tiens à remercier notre président Jean-Dominique de Corvin et le conseil d'administration de l'ALS qui ont accepté d'inclure dans le programme de nos séances cette communication sur un sujet, disons, inhabituel. Cette communication est un lointain produit dérivé d'un cours d'introduction à la linguistique que j'ai dispensé en première année, en leur travaillant bien sûr, pendant plus de 20 ans, y compris lorsque j'exerçais des fonctions de responsabilité. Je vais me concentrer sur les minuscules de notre alphabet latin. Et je n'évoquerai les majuscules que plus loin. Comme on sait, l'alphabet latin dérive de l'alphabet grec. Et il a remplacé les divers systèmes complexes qui l'avaient précédé. En voilà un, là, le syllabaire millénaire. Donc chaque signe représente une syllabe et pour avoir un ensemble de signes, c'est assez compliqué. Et l'invention de l'alphabet, qui a été simultanément faite par les Phéniciens et par les Grecs vers le 9e siècle avant notre ère, a été un progrès décisif dans l'histoire de l'écriture, car il permettait la représentation graphique de chacun des sons de la langue en distinguant les voyelles des consonnes. C'est pas ça. Alors, voilà. D'abord, un coup d'œil sur l'économie de ce système graphique. Il est fait de tracés simples, et pour lesquels je retiens des noms simples. C'est des ronds, ouverts ou fermés, des bâtons, des tirets, une crosse, des barres, obliques et un point. Et évidemment, ces différents éléments se combinent et vous avez, par exemple, des barres avec des barres, W, V, W, X. C'est un ensemble de barres qui se combinent. Je ne commenterai pas autrement. Je prends la suite. Voilà. Alors, ce système donc, que je viens de présenter, simple dans sa conception graphique, est à comparer avec les consonnes telles qu'elles apparaissent dans l'alphabet phonétique international. Alors, j'ai tiré ça d'un livre de 1996. Il est fort possible que depuis, le système se soit encore complexifié. Bon, mais c'est déjà pas mal, hein, vous voyez, toutes les consonnes qu'on peut imaginer. Et l'alphabet phonique international cherche à donner une représentation graphique à tous les sons utilisés dans toutes les langues connues. Et on est donc obligé de multiplier les tracés spécifiques. Regardez la ligne centrale, c'est des fricatives, la plus complète, et il faut quand même pas mal d'imagination pour créer tout ça. Je ne me risquerai évidemment pas à essayer de prononcer tous ces machins. Personne d'ailleurs, je crois, ne s'y risquerait. Alors, en revanche, je reviens à l'alphabet latin et les lettres de l'alphabet latin s'inscrivent dans une sorte de portée à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, plus haut, et le niveau -1, et enfin, bon. Alors, au niveau 1, il y a 13 lettres. Au niveau 2, 1 et 2, il y en a 8. Au niveau 1 et -1, il y en a 4. Et le J est la seule lettre à occuper à la fois le niveau 1, le niveau 2 et le niveau -1. Bon. Idéalement, pour une langue donnée,
Et c'est le principe qui fonde l'alphabet. Un son doit correspondre à une seule lettre et une lettre doit correspondre à un seul son. Un son, une lettre, un son. C'est ce qu'on appelle le principe de la biunivocité, qui est une pure illusion. Par exemple, le français possède 5 signes graphiques pour ses voyelles, mais il a 16 voyelles à noter avec ces 5 signes graphiques. Alors, parfois, on est bien obligé de bricoler. Or, de même, le français n'a pas de signe graphique propre pour noter le ch de champ ou le gne de campagne. Là encore, il faut s'arranger. En revanche, le X est une lettre un peu à tout faire. Ah. Le X, c'est xe, c'est sa fonction de base peut-être, dans accès, mais c'est xe dans examen, c'est que dans excès, à comparer à accès, c'est S dans 10, ze dans deuxième, et enfin, c'est rien, c'est un zéro dans 2. Bon, on pourrait de la même façon faire l'histoire, mais je n'ai pas le temps, et puis il faut garder ça pour d'autres occasions. Pour parler de H, qui est une autre lettre polyvalente et fort intéressante pour son histoire. Quant à la lettre Y, elle est ambivalente, puisqu'elle est tantôt voyelle comme dans tyran, mais elle est tantôt semi-voyelle comme dans pays. Et dans pays, le Y a 2 valeurs, une valeur consonantique, Y, une valeur vocalique, I. Donc, on est amené, puisqu'il y a moins de signes graphiques que de sons à noter, on est amené à faire du bricolage. On a recours à divers procédés. Alors, il y a des groupes de lettres, donc en français, par exemple, mais là, j'ai noté que quelques exemples de base. Hein. OU, OU, AN-AN, IN-1, ON-ON, UN-1, CH, GN, NIE. Mais il y a probablement un grand nombre de façons d'écrire le son 1. Ah, même si on ne le confond pas avec 1. Ah, personnellement, je crois que je distingue assez bien brun de brun ou brun de brun. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon. Euh, et puis, autre chose, c'est ce qu'on appelle les signes diacritiques, c'est-à-dire les petits signes qu'on met au-dessus des lettres, le plus souvent, pour différencier. Par exemple, le tilde de l'espagnol, en français, la tâche se distingue bien de la tâche, et il faut tâcher de ne pas se tâcher, n'est-ce pas? Et le circonflexe, elle a une valeur sémantique forte. Qu'il ait une valeur orthographique, c'est un détail. C'est sa valeur sémantique qui compte. Et puis, les accents, le T, l'air, vous êtes, et le tréma dans païen. Et dans païen, bon, j'insiste pas là-dessus. Bon. Et il y a également des tracés propres. Alors, on n'a pas vraiment en français, sauf peut-être ce dont on va parler, mais on a vu que dans l'alphabet phonétique international, il y a toute une série de tracés particuliers qui ne valent que pour une consonne d'une langue donnée, etc. Alors, on en vient à la cédille, ou cédille. C'est un signe diacritique qui s'inscrit au niveau inférieur. Son rôle orthographique est lié à l'évolution phonétique. En effet, le son que placé devant et i s'est transformé en sifflante, donc devient se, et c'est également lié à la morphologie. On a le son se pour c suivi de et i, et le son que
lorsqu'il suit de A au OU. Là, je ne vous apprends rien, bien sûr. Hein. Mais donc la CDI sert à distinguer C égale K que de C égale ce. Et de cette façon, on a placard, place, placé, plaçon. Et parallèlement, alors, ouais. Et alors, oui, deux auteurs d'un livre de 2019 intitulé Du corps à l'ouvrage et mots du livre, Éric Dussert et Christian Lecou, m'ont donné ce renseignement. L'imprimeur parisien Geoffroy Tory inventa la CDI en 1525. C'est donc c'est tout jeune, hein, la CDI en français. Pour remplacer le zeta, Z, qui permettait de signaler un se au son ou un C au son doux. Donc, on écrivait auparavant façon, français, CZ, de cette façon-là. Alors, comme me l'a fait remarquer une de mes nièces, le tracé de la CDI pourrait être dérivé du tracé du Z. Bah, petit machin qu'on met en dessous. Bien, les avatars de C, de la lettre C en phonétique historique, ou du son, la lettre que en phonétique historique, se retrouvent pour G. G qui tantôt note G, tantôt je. Pensez au mot langage. Il y a les deux sons dans langage. Problème. Dans G, la CDI est inutilisable, puisque le niveau inférieur est déjà occupé par la crosse ou le petit rond de la lettre G. D'où le recours à un autre expédient, le groupe de lettres G plus E. D'où, à côté de gag qui n'a rien à voir, gage, gager, gageure, parallèle à bave, baver, bavure. Alors là, très clairement, on voit que la faute qu'on entend quelquefois, qui consiste à lire gageur, n'est absolument pas justifiée, c'est bien gageure comme bavure, n'est-ce pas? Alors, il s'agit là, alors, on aurait pu inversement aussi bien faire l'économie de la CDI et écrire nous plaçons C-E-O-N-S. Ah, pourquoi pas? Bon, mais ce brave Geoffroy Tory a inventé la CDI, ben, on l'utilise. Alors, il s'agit là moins d'un problème d'orthographe que de reconnaître l'ambivalence des lettres C et G et d'accepter la cohérence des paradigmes pour leur notation graphique. En effet, quand on conjugue un verbe ou quand on écrit un verbe conjugué, il peut être important de conserver les graphies PLAC, plaque, ou place, selon les cas, et GAG, GAG. Ah, il s'agit de conserver la même chose. En revanche, pour prendre un exemple de problème strictement orthographique, voici les 24 manières que j'ai répertoriées de noter le son que en français. Alors, il y a 4 lettres qui peuvent servir, le C, le K, le Q et le X. On a vu dans excès. Mais on peut avoir, ces lettres peuvent se combiner avec d'autres, et on a des digrammes avec redoublement du C, ou avec un H, donc KO et Kediv, avec un K, alors là, le C et le K se redoublent, avec un U, dans recueil, mais aussi dans quel, et puis des fantaisies CS, comme dans lac, ou des yak, ou des coqs. Bon, il n'y a pas redoublement de XS, heureusement. Mais on peut avoir aussi des trigrammes, dans Bacchus, par exemple, dans accueil, dans acquis, dans au roc, où roc étant invariable, mais c'est bien CHS qui sonne que, dans les stocks, et puis un tétragramme à l'occasion, donc 4 lettres à la fois, du stock, les marques, ou même on a
pentagramme, j'ai pas trouvé mieux, hein. Il n'y a pas d'hexagramme. Bon, dans il stocke au pluriel, il marque et dans Jacques. Dans Jacques, il n'y a pas de doute, le que est exprimé par les 5 lettres C, Q, U, E, S. Bon, et je ne vais pas m'être trompé dans les totaux, on arrive bien à 24. Il est possible que j'en ai omis. Si vous en trouvez d'autres, je vous prie de me les signaler. Merci d'avance. Pardon? Jacques en anglais, ça fait moins, ça fait plus qu'un tétra. Ouais. Bon, alors, là, la CDI ne sert pas seulement en français. Et voici quelques exemples choisis arbitrairement parce que j'ai fait un tout petit peu de tchèque, j'ai fait un petit peu moins de turc, mais pas beaucoup, et puis il y a longtemps. Et ça permet de voir, par exemple, que en turc, à côté du C cédile, on a un S cédile. Pourquoi pas? Il y a la place. Hein. En tchèque, on utilise un accent circonflexe inversé. Bon, c'est pas en dessous, c'est au-dessus, mais ça revient au même. Et alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que les valeurs de la lettre C sont totalement divergentes en turc, en français et en tchèque. Hein, en turc, c'est je, en tchèque, c'est tse, et on voit que il y a là une correspondance entre la façon d'écrire tche varie également dans les 3 langues. Hein. En tchèque, on a C, accent circonflexe inversé. En turc, on a C, cédille. Et en français, ben, on a le trigramme, TCH. Bon, il est courant d'évoquer les 26 lettres d'alphabet. Ouais, c'est une autre illusion. Comme le montre la comparaison de quelques langues. Alors, c'est d'après les entrées de dictionnaire qui sont à ma disposition. Je n'ai pas fait de recherche particulière parce que ce n'est pas la peine de multiplier les exemples, mais je pourrais donner également des indications sur ce qui se passe en hongrois, où on a 35 lettres ou 35 entrées différentes dans le dictionnaire, ou en espagnol, ou suivant les époques, ça va de 28 à 26. Bon. J'utilise un dictionnaire d'espagnol qui date de 1968 et où il y a 28 entrées en distinguant le CH du C et le 2L du L et le NIE du le N avec tilde du ne tout seul. Et le W est considéré comme étranger. Bon. Voilà. Là, je me contente donc de présenter les lettres de l'italien, les lettres du tchèque, on arrive à 27, les lettres du turc, on arrive à 29, avec le C, le dje, qui différencie du tche. Hein, c'est deux, lexicalement, ce sont deux choses tout à fait différentes, le dje et le tche, et donc il y a deux entrées différentes dans les dictionnaires. Et puis le i sans point, du i avec point. Ça, c'est une particularité du turc très intéressante où il y a ce qu'on appelle l'harmonie vocalique. Et donc, quand il y a un A à l'intérieur du mot, le suffixe ne peut être qu'un I sans point, par exemple. Et pour qu'on ait un I pointé, il faut que dans le radical, il y ait un E, et des choses comme ça. Enfin, c'est passionnant hein, comme langue. Bon, et puis le vietnamien, ou alors là, le petit dictionnaire que j'ai, bon, j'ai jamais fait de vietnamien, hein, mais je me suis procuré un petit dictionnaire là qui permet de voir que ben il y a de la variété, n'est-ce pas? Alors, emploi accessoire de l'alphabet. Il y a d'abord un emploi classificatoire.
Vous connaissez tous l'ordre alphabétique. Si vous avez un dictionnaire chez vous, vous êtes bien, ou même si vous consultez quelque chose sur Internet, l'ordre alphabétique reste utile. Donc, classificatoire. Mais ça sert aussi pour l'énumération. Petit a, petit b, a, grand A, petit b, etc. Bon, c'est des énumérations et c'est l'alphabet qui sert à ça. Et c'est un emploi qui n'est pas négligeable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le même principe pour des langues qui n'auraient pas un alphabet. Prenez une langue comme le chinois, je ne sais pas trop comment ils peuvent se débrouiller pour ce genre de choses. Et puis, il y a également les immatriculations. Très parfait, merci. Les immatriculations, bon, on a vu, depuis un certain nombre d'années, une voiture immatriculée en Meurthe-et-Moselle a d'abord été 123 AB 54, puis 1234 AB 54, puis 123 ABC 54, et on en est à AB 123 AB. Donc l'alphabet, là encore, sert à classer, à énumérer. Il y a aussi un usage symbolique par les majuscules. Alors, on arrive quand même aux majuscules. Hein. L'État, avec un E majuscule, monsieur, avec un M majuscule, et surtout pas de R, parce que c'est un anglicisme, madame, avec un M majuscule aussi, son Altesse royale, son éminence, sa sainteté, etc. Donc, usage symbolique de l'alphabet. Et enfin, un usage politique. D'abord, à la création de la République en Turquie, Mustafa Kemal impose l'alphabet latin à la place de l'écriture arabe. Et c'est bien un acte politique, un emploi politique de l'alphabet. Deuxièmement, en vietnamien, l'alphabet latin est un héritage évident de la colonisation et l'abondance des lettres diacritées qu'on a vues montre que l'alphabet latin n'était pas directement adapté à la notation de la langue. Il y a 7 lettres diacritées. Ça montre bien que c'est pas... Et enfin, traditionnellement, et j'en ai parlé pendant une dizaine d'années dans mon cours, on pouvait parler de serbo-croate et on pouvait parler, mais ça, ce n'était pas mon cas, on pouvait parler la langue serbo-croate. En effet, les différences entre Serbes et Croates étaient en quelque sorte extérieures. Les Serbes, capitale Belgrade, étaient majoritairement orthodoxes et utilisaient l'alphabet latin. À l'issue, et les Croates, pardon, et les Serbes utilisaient l'alphabet cyrillique, les Croates, capitale Zagreb, étaient majoritairement catholiques et utilisaient l'alphabet latin. Mais à l'issue de la longue guerre qui a suivi la dissolution de la Yougoslavie et la proclamation de 2 États distincts, la constitution serbe de 2006 ne mentionne plus, pour les personnes appartenant à une minorité nationale, et il y a encore des Croates en Serbie, évidemment, la garantie, je cite, la garantie spécifique de l'usage de l'alphabet latin. Donc, ça devient interdit. Garantie qui figurait dans le texte constitutionnel de 1990. Et il est probable que depuis le début du XXIe siècle, des efforts ont visé à faire diverger les deux idiomes, comme cela s'était produit entre Tchèques et Slovaques après la liquidation de la Tchécoslovaquie. Tant que la Tchécoslovaquie arrivait, il y avait intercompréhension de langue. Depuis, ils se sont efforcés de diverger. Je vous remercie.